Soleil sur nous toutes et tous, bienvenue dans Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur des sujets qui nous intéressent, que nous soyons des hommes ou des femmes. Nous sommes sur Zitata TV, restez avec nous. Femme. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse. Je vous invite à découvrir deux femmes exceptionnelles avec lesquelles nous allons parler musique, coaching vocal, passion, transmission, engagement et bien plus encore. Bonjour Fred Ali. Bonjour. Bonjour Saïli Adelon. Bonjour Lauriane. Alors, je vais vous inviter à vous présenter. Bon, on va commencer par toi, Fred. Alors, moi, je suis Fred Ali, donc je suis auteure, compositrice, interprète. Je suis architecte aussi, diplômée il y a quelques années maintenant. et puis, j'ai l'occasion de faire d'autres choses aussi. Je suis peintre aussi. Et puis, dernièrement, j'ai réalisé des clips avec ma sœur. Enfin, voilà, tout ce qui touche à l'artistique, c'est vraiment mon dada. C'est ce que j'aime. Une femme éclectique. Voilà. Mais bon, je tiens ça un peu de la famille dans laquelle J'ai cru comprendre. Suis arrivée. On va en parler. Voilà. Oui, Ali, c'est un nom qui parle en Martinique. Voilà, mon père, ma mère, et puis ça continue, ma sœur, mon beau-père, mon fils, enfin voilà. Donc, belle filiation. Tout à fait. Bon, Saïli, alors je te laisse te présenter. Voilà, comme tu as bien dit, je m'appelle Saïli, je suis cubaine, professeure de technique vocale, direction chorale, et je fais du coaching vocal. Voilà, j'habite ici depuis 10 ans et j'ai fait mes études de musique à Cuba. Et voilà, aujourd'hui, je me trouve ici en Martinique avec vous. Écoutez, bienvenue. Donc, nous allons parler, comme je l'ai dit, beaucoup de musique. Et justement, ce n'est pas un hasard si j'ai voulu vous réunir sur ce plateau, parce qu'à la lecture de vos biographies respectives, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir affaire à des femmes qui ont cherché à saisir une expertise dans leurs différents domaines. Alors déjà, toi, Saïli, parce que tu n'es pas devenue coach vocal, voilà, comme ça, par hasard, il y a eu tout un parcours d'études. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Bon, je chantais depuis petite, depuis le jardin. J'aimais beaucoup, beaucoup chanter. Et une fois que je suis rentrée à l'école, j'ai fait, les examens pour rentrer dans l'école d'art. Mais malheureusement, par rapport à la situation géographique où je me trouvais, je ne pouvais pas rentrer dans l'école si je n'avais pas, en espagnol, on dit una beca, pouvoir dormir à l'école. D'accord, je vois. Une chambre. Comment ça s'appelle encore pensionnat. Voilà. Et comme il n'avait pas de place, je continuais mes études normales, dans une école normale. Et à l'âge de 13 ans, je pus rentrer à l'école des professeurs d'art, où j'ai commencé les études de musique, spécialisée en direction chorale, technique vocale. Et à partir de là, 5 ans, 6 ans d'années d'études se sont écoulées et voilà, je me suis retrouvée ici en Martinique à travailler différemment, on va dire comme ça. Toujours la passion pour la musique était là, mais à ce moment-là, quelque chose s'est révélé, la passion pour l'enseignement. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui chante. Oui, bien sûr, je chante, je peux assurer des concerts, c'est très bien, mais ma passion et où je me sens vraiment moi, c'est derrière le piano en train de donner mon cours. Donc dès 13 ans, tu savais déjà que tu voulais devenir professeur de chant. Professeur de chant. Vocation précoce. Oui. et toi, Fred, à la lecture de ta biographie, toi, tu as commencé en suivant un petit peu les traces de ton père avec des études d'architecture. Tout à fait, des études d'architecture. Alors en fait, pardon, j'ai la voix un peu cassée aujourd'hui. C'est sexy. Voilà, c'est ça. À la Jane Moreau. Absolument. En fait, je sentais bien que j'avais envie de faire des chemins de traverse, mais je voulais faire des études aussi. J'étais bonne élève et puis j'avais cette idée de faire des études supérieures. Et un jour, je discutais avec mon papa
Et lui me dit, écoute, fais l'architecture si jamais tu sens que tu pourras faire ce que tu veux après. Tu pourras peindre, tu pourras faire de la musique, voilà. Ce sont des études exceptionnelles et j'ai eu raison de l'écouter parce que j'ai fait mes études aux Beaux-Arts rue Bonaparte à Paris. Wow. C'est une chance inouïe d'aller tous les jours dans ce lieu merveilleux. Et on refaisait le monde tous les jours, et ce sont des études d'art qui sont extraordinaires. Ça donne une façon de voir le monde, une façon d'appréhender les choses, et même pour la suite, la création et tout. En fait, ça ouvre tout, c'est-à-dire qu'on peut mener un projet de A à Z, du début à la fin, sans problème. C'est pour ça que même en musique, je réalise moi-même mes morceaux, je compose, j'écris, et je vais même jusqu'au mix un peu, enfin voilà. C'est vrai que ça semble fascinant. Là, je crois que tu vas créer des vocations. Mais c'est ce que j'ai envie de dire aussi, parce qu'il n'y a pas tant de femmes que ça. C'est ce que j'allais dire. Peut-être que les femmes ont un peu peur de la technique, ou se disent c'est pas pour moi, ou alors le réflexe de se dire on va demander à un réalisateur, hein. Oui. Souvent, ce sont des hommes. C'est très bien, on aime les hommes, il n'y a aucun problème. Oui, on vous aime. Voilà, on vous aime, mais si on a envie de le faire, si on sent, il faut se dire que c'est possible. Et moi, j'ai ouvert cette porte-là, et c'est comme ça que je vais au bout de la musique qui habite en moi, et que je peux faire exactement ce que je veux, avoir la couleur que je veux, Très bien. et aller au bout de mon projet. Alors, j'ai vraiment le sentiment d'avoir autour de moi des femmes libres. Alors, justement, on va passer au focus, sans plus tarder, où nous allons parler justement de femmes, de liberté, et surtout de privation de liberté. Alors, comme vous le savez, le 22 mai dernier, nous avons commémoré l'abolition de l'esclavage en Martinique. Pour rappel, il a été aboli dans les colonies françaises en 1848, alors que s'installait la Seconde République. Cependant, aujourd'hui, l'esclavage perdure sous des formes différentes. On parle d'esclavage moderne, d'esclavage contemporain. Et j'ai donc choisi de consacrer ce focus à cet esclavage qui touche 40 millions de personnes aujourd'hui dans le monde. Alors, c'est un chiffre qui m'a semblé effroyable. J'avoue que je n'étais pas consciente de l'ampleur du phénomène. Et il est vrai que sur ces 40 millions de personnes qui sont concernées par cet esclavage, vous voyez à l'écran cette illustration assez, je dirais, parlante, 29 millions de femmes et de filles sont victimes de cet esclavage moderne. Et il y a un rapport qui a été établi il y a quelques temps, estimant que c'était des femmes qui étaient essentiellement exploitées par des pratiques telles que le travail forcé, le mariage forcé, la servitude, notamment pour des dettes qu'elles contractent lorsqu'elles ont affaire à des passeurs qui leur permettent de regagner les pays occidentaux, parce qu'effectivement, il s'agit souvent de femmes issues de pays en voie de développement. Et aujourd'hui, le chiffre qui est vraiment parlant, c'est qu'une femme sur 130 vit dans l'esclavage moderne, selon Grace Forrest, qui est la cofondatrice d'une organisation intitulée Walk Free, qui milite justement pour lutter contre les déplacements forcés de population et contre cet esclavage moderne. Alors, malheureusement, il touche aussi la France, puisqu'en 2022, il a été établi que des familles ont encore des esclaves à domicile en France. Oui, en France. Et j'avais envie de vous parler de Zita Kabaïs Obra, j'espère que c'est comme cela que se prononce son nom, qui se déclare comme étant une survivante de la traite, une rescapée de la traite. C'est une femme originaire des Philippines qui est passée de l'état d'esclave domestique, vous la voyez derrière moi, à briseuse de chaînes, parce qu'elle a eu le cran de fuir ses bourreaux, je dirais. Elle a été privée de ses papiers après avoir fui les Philippines. Elle a dû payer 10 000 € pour pouvoir regagner la France, et arrivée là, elle a été embauchée par une famille plutôt bourgeoise et qui limitait ses déplacements et qui l'ont forcée à travailler sans rémunération. Et elle a réussi à fuir, ce que peu de femmes parviennent à faire, malheureusement, et elle a fondé une association, et aujourd'hui,
Elle milite pour les hommes et les femmes immigrés afin de faire valoir leurs droits et leur permettre de vivre librement sur le sol français. Alors, il faut savoir que la France a été condamnée par 2 fois par la Cour européenne des droits de l'homme. C'était en 2005 puis en 2012. Depuis 2013, fort heureusement, eh bien, le Code pénal réprime enfin la traite des êtres humains et la réduction en esclavage. Mais il y a encore fort à faire pour que ce droit soit respecté. Alors, j'ai voulu vous en parler parce que, comme je le disais avant ce focus, j'ai le sentiment d'avoir affaire à des femmes résolument libres. Et est-ce que c'est une question qui vous touche? J'ai vu Saïli presque émue au moment où je donnais les chiffres. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que c'est un phénomène dont vous êtes consciente? Voilà. Il veut prendre la parole. Je peux dire, voilà, je sors de Cuba. À Cuba, on va dire, le système est un peu différent. Et j'ai connu une façon de vivre, voilà, jusqu'à mes 25 ans, une façon de vivre qui m'a été donnée par rapport à, voilà, à l'endroit où je suis née. Et quand je suis rentrée en France, je veux dire que j'ai connu une autre façon de vivre, une sorte de liberté aussi sans faire mal à personne, je peux le dire comme ça. Et ça touche quand même de savoir que dans le pays où tu t'es sentie si libre. Je me sens si libre, il existe toujours des choses comme ça, malheureusement. Mais de quelle liberté étais-tu privée à Cuba? La liberté de pouvoir choisir ce que j'ai envie de vivre et de connaître. Et je ne peux pas rentrer dans cette école d'art, comme je parlais plus tard, parce qu'il n'y avait pas de place pour moi. Mais il n'y avait pas de place pour toi pour des raisons économiques, des raisons d'éloignement, c'est ce que tu as dit, géographique Voilà, s'il n'y avait pas cet éloignement géographique, peut-être je pourrais, voilà, entrer à l'école. Mais bon, il y a des choses que je ne peux pas confirmer. Mais bon, il y avait des personnes un peu prioritaires, on va dire. Prioritaires, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et toi, Fred, j'ai vu que dans ton parcours, tu as eu un engagement fort du point de vue humanitaire. Donc j'imagine que ce sont des questions qui ne te laissent pas insensible. Absolument. D'autant que j'ai eu la chance, moi, justement, de grandir dans une famille libre aussi dans sa tête et dans un pays, sur mon île, qui quand même est une île qui bénéficie, on va dire, de la démocratie et de tous ces possibles. C'est-à-dire qu'on peut choisir, on a l'école, on a tout ça. Et je me rends compte aujourd'hui, et c'est vrai que j'avais vu des images, alors ce n'étaient pas des femmes, mais c'était des hommes qui étaient enchaînés et qui étaient vendus par d'autres, des images volées dans l'obscurité. Absolument, je vois exactement de quoi tu parles. Et moi, ça me donne des frissons d'en parler, j'étais choquée, je me suis dit, c'est pas possible. On est au XXe siècle, XXIe siècle, je ne sais plus si c'était au début des années 2000, et je me suis dit, ce n'est pas possible que ça existe encore. Aujourd'hui, ça fait froid dans le dos, et on se dit, mais pourquoi est-ce que la nature humaine... Enfin, comment régler tout ça? Comment ne pas reproduire les erreurs, enfin les horreurs, je dirais même, du passé? Alors on avance, mais je pense que c'est un combat qu'il faudra toujours mener, comme beaucoup de combats, comme la liberté pour les femmes, comme tout ce qui a été acquis pour les femmes, et donc même aussi pour la liberté des hommes, la preuve. Et c'est pas acquis, c'est pas gagné. Il faut toujours se battre, je pense. On a pu se détendre, croire que, mais aujourd'hui, on voit quand même que ça se recrispe, ça se recroqueville, et il faut faire toujours attention. Vigilance et continuer à ouvrir, quoi. Absolument. Oui, les libertés toujours en construction. Mais enfin, nous allons continuer, nous, cette parole libre entre nous, avec les mots de femmes. Alors, je vais revenir à toi, Saïli. Donc, tu as commencé à nous faire part du fait que, arrivé ici, tu as eu envie de te consacrer pleinement au coaching vocal. Voilà, malgré le fait que tu aimes chanter, tu as préféré devenir le professeur et de prodiguer tes précieux conseils à tes élèves. Alors, en aparté tout à l'heure, je vous ai vu converser et tu étais en train de dire à Fred comment tu travaillais. Alors, moi, j'aimerais que tu nous en parles. Est-ce que tu as
un domaine de prédilection? Est-ce que tu as un style de musique vers lequel tu vas amener tes élèves, ou est-ce que tu prends n'importe quel élève, quel que soit le genre musical dans lequel il s'illustre? Voilà, comment tu travailles? Et avant d'expliquer comment je travaille, je voudrais t'expliquer à peu près voilà, que j'ai commencé mes cours à Cuba. J'ai travaillé d'abord dans les écoles avec des enfants que j'apprenais à chanter, où je formais aussi des chorales, des petits groupes pour voilà, dynamiser l'activité culturelle dans les écoles. Et quand je suis rentrée en Martinique, ça a changé parce que je n'étais pas dans les écoles. J'ai commencé des cours particuliers. D'accord. Et quand j'ai commencé ces cours particuliers, au début, c'était très, très, très fatigant parce que j'ai commencé à entendre que la voix de l'élève me parlait. J'entendais des choses que lui-même, il ne savait pas. Quel genre de choses entendais-tu, Saïli? Si la personne, voilà, si l'élève était triste, s'il était content, s'il y avait une émotion refoulée, que voilà, il niait. Et donc, avec une expérience, je mettais ça sur la table. Je disais, voilà, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens comme ci ou comme ça? Et donc, on commençait à parler de sa vie perso. Mais c'était très fatigant parce que je n'avais aucun recul par rapport à ce que l'élève pouvait me raconter selon le travail qu'on faisait. Et donc, j'ai dû apprendre à gérer toute cette énergie qui circulait pendant le cours. Et j'ai vu que l'élève sortait du cours épanoui, content, avec quelque chose que je lui avais apporté. Il m'avait apporté aussi quelque chose, parce que c'est comme s'il était en train de me dire, voilà, c'est ça ce que tu dois faire dans ta vie. Et j'ai dû apprendre à gérer pour ne pas me fatiguer. Car c'est très difficile parfois d'entendre la vie des autres émotionnellement. Voilà. Et voilà, j'ai su que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Tu as eu une révélation. Pas mener seulement mes cours sur voilà, la façon de, techniquement, comment chanter, poser sa voix, sinon comment faire évoluer l'élève depuis son intérieur pour que sa voix puisse évoluer en étant la voix comme une pièce d'identité. Donc, c'est là où j'ai fait mon choix. D'accord. Alors, j'entends la voix pièce d'identité. Alors, je reviens à toi, Fred. Est-ce que c'est des choses, ça te parle? Est-ce que tu as déjà travaillé avec une coach vocale? Ou est-ce que tu aurais le désir de le faire? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt coaché, du coup, une jeune actrice qui a absolument voulu travailler avec moi, qui était une enfant, d'ailleurs, qui avait joué dans un film qui s'appelait Family Show. Alors, on a coaché tous les... J'étais avec Richou Montieu, qui faisait partie du groupe FFF. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce groupe-là. Et on avait comme pour mission de coacher tous les comédiens du film. Il y avait une vingtaine de comédiens. Et du coup, une rencontre, et cette petite fille et ses parents, ils voulaient absolument que je travaille parce qu'ils voulaient justement cette dimension aussi de faire se révéler, pas seulement une technique, mais aussi une révélation pour avoir une éclosion quoi, de la personnalité. Exactement. Donc au début, j'ai dit, je sais pas si je peux... Et en fait, on est devenus amis et c'était génial. Et j'ai appris aussi beaucoup, moi, en travaillant avec elle. Et maintenant, elle fait des comédies musicales, elle s'éclate, elle est dans Charlie et la chocolaterie. Enfin bon, c'est super. Mais c'est elle, hein, c'est son... Et en fait, ce que tu dis résonne énormément. J'en parlais il n'y a pas longtemps, enfin il y a 2 jours avec un ami musicien, comédien, qui est une descendance de famille de guérisseurs. Et il y a un vrai pouvoir dans la musique. Pour moi, c'est quelque chose, c'est pour ça aussi que je fais ça, que j'aime ça, c'est qu'on fait du bien aux gens, en fait. Enfin vraiment, ça les aide parfois dans des moments difficiles. Et j'ai beaucoup de retours de personnes qui viennent nous voir après les concerts et qui ont des étoiles dans les yeux. Donc ça, c'est déjà une récompense merveilleuse. Mais surtout... sans trop dévoiler des choses, il y a parfois des choses beaucoup plus fortes, des personnes qui nous disent voilà, j'ai failli faire une bêtise. Et en écoutant votre chanson, en écoutant votre texte, je dis votre parce que c'est arrivé à ma maman aussi. Et à l'époque, je me suis dit, ça, c'est un super pouvoir, c'est un super-héros. Moi, je veux faire ça. Et j'ai eu l'occasion aussi d'avoir des personnes qui soit se sont relevées après le décès d'un enfant ou qui ont retrouvé le goût de la vie. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui apporte, qui amène et qui fait du bien aux gens. Et c'est vraiment pour ça que je fais de la musique. Alors vraiment, je trouve ça fabuleux parce qu'on a d'un côté Saïli qui a cette pratique
thérapeutique du coaching vocal, parce que quand on va la voir, voilà, elle vous scanne à vous écouter, comme elle l'a dit si bien, elle sait dans quel mood vous êtes, dans quel état d'esprit, et elle a, enfin, je devrais te céder plus encore la parole, hein, Saïli, hein, mais il me semble, hein, dans tout ce que tu dis, qu'il y a vraiment cette visée thérapeutique, donc de la coach et aussi de l'artiste qui pense les plaies, les bobos de l'âme. Ben oui, ça part de l'individuel. C'est vrai que quand on est tout seul dans sa chambre ou en train de composer avec sa guitare, en fait c'est très personnel, c'est un mélange de notre âme, notre cœur, tout ça. Et en fait ça tend de l'individuel vers l'universel finalement, parce que les gens reçoivent et trouvent des choses dans ce que vous faites tout seul dans votre coin, et ça les touche et ça... Voilà, et ça rayonne et ça crée un échange vraiment. Et quand on est sur scène, on s'en rend compte. Et c'est vraiment, c'est magique. C'est ce que j'appelle la magie. Et d'ailleurs, cette magie, tu l'as mise au service d'autres artistes parce que tu es auteur, interprète, mais tu as aussi mis ta plume au service d'autres artistes. Et j'aimerais que tu le fasses découvrir à celles et ceux qui nous regardent, parce que moi, j'étais bluffée. Non. Oui. J'ai eu de la chance, j'ai croisé des personnes. En fait... ça se passe aussi sur des rencontres. Hein. J'écris pas beaucoup pour les autres, mais c'est parce qu'il se passe quelque chose. J'écris plutôt pour moi. Mais bon, quand on me demande, alors j'ai eu l'occasion d'écrire pour Lokwa Kanza, une chanson qui s'appelle Plus vivant. Alors Lokwa, c'était vraiment une rencontre magnifique. Hein. Moi, j'étais fan quand il a sorti son album. Je suis fan également. Voilà. J'allais voir en concert et tout, et un jour il m'a demandé d'écrire pour lui, donc j'ai écrit Plus vivant sur une de ses compositions qu'il a faite en duo avec Corneille. Donc moi, en plus c'est deux artistes que j'adore, donc j'étais vraiment comblée, c'était un cadeau pour moi. Hein. Ah oui, là, puis en matière de musique thérapeutique, là nous sommes servis, vraiment. On est dedans. On est bien. On est bien. J'ai écrit aussi Sous les moustiquaires pour Philippe Laville. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer aussi Jackie Hido. Ils sont devenus des amis en fait. Hein. C'est des rencontres qui sont très belles. Et donc on a un duo tous les deux. Jackie Hido, alias John Push Chocolat, qui est slammer, mais qui est aussi comédien, qui a joué notamment dans Inglourious Basterds de Tarantino. Okay. Donc c'est vraiment des belles rencontres. C'est surtout des personnes humainement que j'apprécie beaucoup. Bien. Alors. Moi, j'ai envie de continuer à explorer les parcours de ces deux belles femmes qui sont avec moi, mais elles ne sont pas seulement belles, elles sont expertes dans leur domaine. Saïli, là, nous avons Fred qui nous dit qu'elle a la voix cassée. Et quel conseil et comment tu travailles avec tes élèves lorsqu'ils ont, par exemple, la voix cassée à cause du trac, ça arrive souvent, ou la voix cassée à cause des aléas, mais qu'ils doivent se produire sur scène et voilà qu'ils ont une échéance à laquelle ils ne peuvent pas couper. Alors, quels conseils tu leur donnes et comment tu travailles avec eux? Normalement, la première chose que je fais, c'est aider l'élève à prendre conscience de son instrument. C'est l'instrument à ce moment-là qui doit guider le travail qu'il doit faire et pas le mental. Parce que c'est très important de rentrer en mode alpha quand on va chanter et automatiquement, cette colonne d'air qui est bloquée par rapport aux émotions, elle va ressortir. Donc c'est en les aidant à se poser, à sentir, mieux sentir que chanter. C'est ça le but. On chante correctement parce qu'on sent le corps. Si tu ne sens, tu ne peux pas exécuter un chant qui sort vraiment des... Mais explique-nous comment on sent son corps, parce que tu sais, ça ce sont des mots, mais les gens qui nous regardent, peut-être que même Fred se dit, mais comment on sent notre corps là quand on doit chanter? Sentir son corps, c'est être en accord avec soi-même. C'est pour ça qu'il y a une partie psychologique dans les cours. Si par exemple, nous les femmes, parfois, nous avons une perception très distorsionnée de nous-mêmes, ça peut être dans l'exagération comme la diminution des soi. Et donc, une fois qu'on est en accord avec soi, on arrive vraiment à sentir qui on est, à se sentir en présence, à augmenter l'énergie physique. Et à ce moment-là, la voix, comme je dis tout à l'heure, en étant une pièce d'identité, augmente aussi son énergie, augmente aussi l'émotion qu'on veut dégager au moment où on chante. Mm-hmm. Et Pardon. Ça va, Fred? Ouais, j'ai le cas de tout.
Mais c'est au moment où on parle de technique vocale que tout cela arrive. Bah alors Saïli, justement, dans ces cas-là où on est un petit peu encombré, quels conseils tu pourrais nous donner à Fred? L'hydratation. Elle est très importante. Et le miel, le citron, toutes ces choses-là, oui, elles sont très, très, très bonnes, mais elles ne vont pas agir tout de suite. Tandis que l'hydratation, c'est quelque chose qui est importante tout le temps et qui va nous permettre d'hydrater les cordes vocales automatiquement. Donc, si Fred n'a pas assez bu d'eau aujourd'hui, c'est possible. C'est normal par rapport à la clim. Et au niveau de la respiration, voilà, quels conseils tu peux nous donner pour nous recentrer la colonne d'air et libérer la voix? Prendre conscience d'une respiration inférieure. Jamais supérieure. Donc, pas comme voilà. ça. Non, parce que la respiration claviculaire ou thoracique, ce sont des respirations supérieures qui ne remplissent pas les poumons à toute sa capacité. Et le but, c'est pouvoir faire descendre le diaphragme le plus bas possible pour prendre une grosse quantité d'air qui va nous permettre d'oxygéner le cerveau et de détendre notre corps. Très bien. Bon, tu as pris des notes, Fred? C'est bon. Bon, après, tu pourras prendre le numéro de Saïli. Absolument. Voilà, je t'y encourage. Alors, eh bien, on continue. Fred, je reviens à toi, parce que je vois que tu nous as amené des choses. Des petits cadeaux. Des petits cadeaux. Et on va justement en parler. Alors, on va aborder quelque chose d'un peu triste. Oui. À la fin de l'année dernière, tu as perdu ton papa. Alors, c'était à la fin de l'année 2020. 2020, ouais. D'accord. Donc, il y a 2 ans. Un peu de temps pour encaisser le truc. Voilà, ton père, Marc Ali, figure emblématique de l'architecture en Martinique, entre autres, parce que c'était aussi un artiste, un auteur, un chanteur. Et j'ai pu découvrir des clips que ta sœur et toi avez réalisés pour mettre en valeur des chansons de son album. Donc j'aimerais que tu nous parles de cet album et que tu nous parles de ces clips. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme tu l'as dit, papa nous a quittés en novembre 2020. C'était un artiste avec un grand A. C'est lui qui m'a montré beaucoup ce chemin des possibles, c'est-à-dire le temps de l'inspiration et de la création, ça a de la valeur. Donc je l'observais, il peignait, il dessinait. Moi, j'étais un petit bout de chou. Et j'étais tout le temps en train de traîner autour de lui. Et j'avais la tête à la hauteur de la table d'archi. Je le regardais peindre, je le regardais attendre que ça sèche. Ça ne séchait pas, mais c'est pas grave. Et tout ça, ça m'a montré ce chemin des possibles et cette liberté, en fait. Donc je savais un petit peu ce que je voulais faire. Puis après, avec maman aussi, enfin voilà. Cette famille d'artistes. Mais papa, c'était vraiment, je pense, mon guide là-dessus. Alors, comme tu as cité maman plusieurs fois, je me permets de te couper la parole. Oui, c'est bien la fille de Marie-Josée Ali. Voilà. Et voilà, du coup, voilà. Et du coup, en fait, quand il nous a quittés, il venait de terminer son album et son livre aussi, je t'en prie. Voilà. Album de Marc Ali. Donc les morceaux étaient dans l'ordinateur, il manquait des chœurs et une guitare. La pochette n'était pas faite, je m'en suis chargée. Après, avec un ami, Mike Ibrahim, qui m'a aidée. Très belle pochette. Mike Ibrahim, voilà, mon Dieu. C'est un ami aussi. Qu'on salue, s'il nous regarde. Absolument. Donc j'ai fait toute la conception graphique, mais surtout, j'ai promis à papa, en fait, à l'hôpital, parce qu'on va dire les choses telles qu'elles sont, que j'allais sortir son album. Et maman s'est occupée de sortir le livre. Il venait de faire, donc il était en plein, il allait faire sa promo. Enfin, c'est quelqu'un qui aimait la vie et qui était absolument pas du tout. Voilà, on a été un peu pris de court par son départ. Je montre le livre Les années de Savane. Les années de Savane. Alors c'est un livre particulier dans la mesure où il raconte son enfance jusqu'à ses études d'archi. Donc ça raconte la Martinique dans les années 50, quand il est arrivé avec son papa et sa maman. Il avait une maman blanche. Oui, parce qu'il est originaire de l'Aveyron, c'est ça ton papa? Alors, il est martiniquais, à moitié martiniquais, et avec une maman originaire de l'Aveyron, qui était orpheline, qui a rencontré mon grand-père pendant la guerre dans l'Hexagone, et qui est rentrée vivre en Martinique. Donc, il a traversé en bateau. Et donc, le livre commence par la traversée en bateau, qui s'est installée en Martinique et qui a vécu toute sa vie en Martinique avec son mari martiniquais. Et donc, il raconte son enfance avec son frère, sa sœur, et il raconte beaucoup de choses qu'il n'a jamais dites avant. Il parle de son homosexualité, enfin, il parle de plein de choses qu'on découvre. Et puis, ça raconte aussi la Martinique de l'époque,
Et donc finalement un homme résolument moderne. Complètement moderne, y compris dans son architecture, avec l'église du François, qui était très futuriste. Oui, et pour ceux qui ne le sauraient pas, ces grands immeubles qui se trouvent au niveau des Hauts-du-Port, Voilà. c'est l'œuvre de ton père. Voilà. Chaque fois que je passe devant, tu penses à lui. Bon, alors, je pense à lui tout le temps. Mais... J'imagine. J'ai très envie de lire, ou peut-être que tu peux le faire. Je t'en prie, vas-y. Lire ces mots de Marie-Josée Ali. Je t'en prie. Qui vont vous donner à voir ce dont il est question dans cet ouvrage. Quand nous avons commencé à vivre ensemble, il m'a tout raconté. Ces années d'enfance et d'adolescence qui ont précédé notre vie commune. Des années qui racontent les premiers couples mixtes en Martinique, dont la ribambelle d'enfants s'était organisée en bandes insolentes, défiant les codes d'un petit pays déchiré par son histoire et les soubresauts de son actualité. Ces années de savane sont donc aussi une traversée dans le récit contemporain de cette île aux 1000 douleurs, aux 1000 bonheurs, aux 1000 visages. Je trouve ça fabuleux. Ouais, ça donne envie. Ouais, et c'est la complicité aussi de maman, de papa. Et puis, pour revenir à l'album aussi, la complicité avec mon beau-père, je tiens à parler de lui. Et vous êtes d'une grande modernité, hein? Eh ben, c'est génial. C'est une famille recomposée, extra. Génial. Mais quelle chance j'ai eue. Merci Christophe Montieu, qui est un amour de beau-père, quelle chance. Et super complice avec papa jusqu'au bout. Et sans Christophe, il n'y aurait pas l'album, en fait, parce qu'il a fait le studio chez papa. Enfin, ces gens-là s'entendaient super bien. Ils faisaient prenez des notes. Voilà. Et Christophe a notamment co-composé certains titres de l'album avec papa, alors que papa, il compose, il écrit tous ses titres depuis toujours. Donc c'est vraiment un album familial et finalement très intime. C'est son album et très intime avec Christophe qui a permis que papa puisse enregistrer dans le studio et tout. Il y a un guitare-voix notamment où ils sont descendus tous les deux. Ils ont fait une prise. Ils ont fait leurs petites affaires sans nous dire et ça s'appelle Tant qu'il est temps, justement, on en parlait tout à l'heure. Je vous invite vraiment à aller écouter, à aller regarder le clip. Alors il y a Tant qu'il est temps, il y a aussi Adieu la France. Adieu la France. Alors là, les paroles. Voilà, c'est le premier single qu'on sort. Ouais. Voilà, donc dis-nous tout. Alors c'est le premier single qu'on sort. C'est donc c'est encore Christophe et papa qui ont fait un morceau ensemble. Le texte est assez fort parce qu'il parle des enfants de la patrie, du Bumidum et tout. C'est un texte qu'il avait fait il y a pas mal de temps. Et il voulait absolument le mettre sur... alors j'avais acheté un vinyle à papa. J'aimais bien lui offrir des vinyles. J'avais trouvé un vinyle de Jamaïcain avec... donc du reggae et tout, et il avait commencé à poser dessus. Christophe avait dit non mais je vais te faire la musique. Et d'ailleurs on entend Christophe, c'est sa voix sur les chœurs, et papa il pose un peu parler, chanter avec sa belle voix grave. Alors d'ailleurs, tu le connais ou pas Saïli, Marc Ali? Alors vraiment tu écouteras, toi qui es tellement sensible, je pense que tu vas tout décrypter. Et moi quand je l'ai écouté, j'ai ressenti je ne sais pas, des élans de Gainsbourg. Ah, mais oui, tout le monde le dit depuis toujours. Voilà. Non, vraiment, c'est le Gainsbourg caribéen, c'est ça, voilà. Vraiment, que ce soit dans la diction, dans la manière de poser la voix, comme ça, dans les graves. Absolument, on a beaucoup comparé à Gainsbourg. Et même dans la dégaine, on dirait. Même dans la dégaine. Et ça lui plaisait bien. Hein. Et du coup, ce morceau-là, c'est vrai que c'est un bon reggae, bien rough. C'est ça. Et on a fait un clip, on s'est éclaté avec Soé, donc une de mes sœurs, à le réaliser ensemble, avec des images qu'on a retrouvées. Bon, alors, je ne te cache pas que ça a été assez émouvant, que par moment, on ne voyait plus rien, puisqu'on pleurait. Mais... J'imagine. Mais c'est pas triste, c'est-à-dire que ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose de beau. Papa aimait la vie, et c'est ce qu'il nous dit. Et nous, c'est pas triste, c'est la joie. Évidemment, c'est le saudade. Il y a les deux, il y a les peines, les joies. Mais ce qu'on raconte là, c'est la vie, et c'était vraiment... lui rendre cet hommage et lui faire honneur, parce que pour moi, c'est un superbe artiste et je n'avais pas envie que ça reste dans les cartons, quoi. Eh bien, écoute, ça ne le sera pas. Donc, je vous remontre cet album de Marc Ali, cet ouvrage dont il faut se saisir sans tarder. Ça te donne envie, Saïli? Oui. Oui. Je te laisse regarder d'ailleurs. Alors, mon Dieu, mais la conception graphique, est-ce que tu mets tes talents au service d'autres artistes? Écoute, est-ce qu'on peut t'appeler pour dire voilà Fred, je réalise mon album? Écoute, je l'ai fait. De très belles photos. Ça ne s'oublie pas les études d'archi. En fait, on passe notre temps à présenter des projets quand on étudie en archi. Hein. Ça fait 6 ans de ça. Aussi le livre. Donc ça, je sais faire. Mais je n'ai pas pensé proposer ça, en fait. Mais bon, je pense que je le ferai pour mon album.
ça c'est sûr. Et puis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'idée est lancée dans l'univers. L'idée est lancée dans l'univers. Alors, Saïli, je reviens à toi. Justement, là, on vient de parler de choses prenantes. Et j'aimerais insister encore sur cet aspect spirituel que tu donnes à tes cours et sur cet aspect, comment je peux dire ça? C'est presque une catharsis. Quand on va chez Saïli, c'est une catharsis. Comment tu parviens justement à entendre tout ce que tu entends? Parce que tu l'as dit au début, hein, que tu entendais les voix, que les voix te parlaient. Tu nous expliquais que, voilà, que ça t'a pris de l'énergie, qu'il a fallu prendre du recul. Mais aujourd'hui, les voix de tes élèves, elles te disent quoi? Parce que à travers ça, tu as une lecture aussi peut-être des mots de la société, des mots des femmes. Je crois que tu as beaucoup d'élèves femmes. Elles te disent quoi, ces voix-là? En fait, je vais dire plutôt, c'est la voix de l'élève qui me dit ce que l'élève ne sait pas. D'accord. Voilà. Et à ce moment-là, c'est la magie parce qu'en fait, moi, je ne suis pas en train de chercher quoi que ce soit. C'est l'élève, c'est sa voix qui est en train de me chercher comme une espèce de pont, de traductrice, voilà, de connexion vers ce que cet élève a besoin d'entendre, de ressentir, de savoir pour pouvoir être en équilibre avec elle-même. Et voilà. Après, ça vient, comment dire, par exemple, l'élève va chanter, je te donne un exemple. Oui. Il y a une chanson qu'une élève travaille où elle dit je voudrais chanter comme un oiseau. Mm-hmm. Mais chaque fois qu'elle arrivait à cette partie-là, ça bloque. Parce qu'elle n'arrivait pas à faire la voix qu'elle voulait faire. Moi, je n'impose pas d'interprétation à l'élève. L'élève interprète selon son ressenti, selon cette harmonie qu'il ressent en lui, parce que c'est comment dire, c'est cette alchimie entre l'émotion et les sensations qui se produit à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, je m'arrête, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il m'a fallu prendre du recul. Je ne vais pas rentrer dans des choses personnelles, vraiment des choses qui ne me regardent pas, parce que l'élève n'a pas non plus besoin de ça, il a besoin de faire son cours et savoir pourquoi sa musique n'avance pas. Et donc, c'est là où je m'arrête et je lui dis, mais c'est normal que tu n'arrives pas à chanter comme l'oiseau, même si tu as écrit que tu veux chanter comme l'oiseau, parce qu'il faut te rendre compte que tu n'es pas l'oiseau, tu veux être. Donc, c'est une demande, c'est une prière, ce n'est pas un fait. C'est une façon de mettre l'élève déjà face à lui-même, ce qui va lui permettre de vraiment après chercher la voix qu'il lui faut pour placer cette phrase. Voilà, je veux chanter comme un oiseau, par exemple. Passionnant. Après, il y a, comment dire, des choses qui sont plus dans, on va dire, l'ésotérique, où, voilà, je vais ressentir que l'élève a un blocage par rapport à son enfance. Et je vais lui dire, je vais lui poser une question, par exemple, et quelle est ta relation avec ta maman, ou quelle est ta relation avec tes enfants, et je le laisse s'exprimer. Je ne vais pas savoir exactement quelle est sa relation, mais il va se répondre quelque chose, il va se dire, ça va faire un déclic dans sa tête qui va lui permettre de dépasser ce blocage. C'est très subtil, parce qu'il faut que je respecte aussi la vie privée de chaque personne. Et comme je dis, si je rentre, ça me fatigue, c'est vraiment très prenant. Donc à ce moment-là, je dis quelle est ta relation, et tout de suite, la magie opère et ça ne bloque plus. Ce blocage qu'il avait pendant l'enfance, ce n'est pas qu'il est réglé, mais en tout cas, pendant qu'il va chanter, il ne va plus l'utiliser. Il arrive à le dépasser. Voilà. C'est ça. On sent la passion, hein, Saïli, vraiment. Alors justement, tu parles du fait que les relations aux parents peuvent influencer notre manière de chanter et finalement notre manière de nous positionner dans le monde. Et là, j'ai à ma droite une dame qui a justement fait de cette relation avec sa mère et ses sœurs, comment dire, une voix pour offrir de la belle musique. Et là, je vais parler de l'album Elle et Elle. Je pense que vous connaissez cette chanson Paloma, hein, Ukeidomidewa. Exactement. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette aventure? Est-ce que c'est facile de travailler en tant qu'artiste avec sa mère, sa sœur,
Est-ce qu'il n'y a pas d'ego? Comment on travaille? Voilà, explique-nous. Alors, c'est facile. Et en même temps, parfois, c'est pas facile. On se connaît très bien. Et on a des caractères différents. Et c'est vrai que tout est exacerbé parce que, en fait, nous, la façon dont on fait de la musique, maman, Zoé, ma sœur et moi, on donne vraiment. On donne un peu de nous, même beaucoup de nous. C'est pas juste une exécution technique. Donc, du coup, on est quand même à fleur de peau. Donc, du coup, forcément, voilà, parfois on est stressé, parfois il y a le trac, parfois il y a de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions, quoi. Et comme c'est quand même pas mal de tempérament de feu dans la famille, donc ça se gère. Mais ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on est sur scène ensemble, et même quand on a passé notre vie à faire le bœuf à la maison, en fait. D'accord, il y avait toujours de la musique chez vous. Avec papa, avec Christophe, avec mes sœurs, avec ma mère, avec mon fils maintenant, enfin bon. Donc il y a toujours un peu de musique, toujours on prend un instrument, un truc et tout. Donc c'est notre vie, en fait. Après, quand ça devient professionnel, bon, il y a une autre pression, c'est sûr, mais une fois qu'on se retrouve sur scène et qu'on donne aux gens, déjà, on kiffe, pardon de l'expression, mais c'est ça. On s'éclate et en fait, on ressent que les gens, ils reçoivent quelque chose. Et vraiment, quand je parlais d'étoiles dans les yeux, après les concerts, on avait vraiment ça, quoi. Les gens et ça résonnait en eux parce que ils nous racontaient toujours, mais c'est beau, cette transmission, la famille, la mère et les filles, les sœurs, etc. C'est beau, ça nous... Et on sentait que ça touchait des fibres ou des choses, et que ça faisait du bien aux gens, et que surtout, ça leur montrait quelque chose qui était touchant et qui leur plaisait énormément et qui leur faisait du bien. Donc, ça vaut le coup de temps en temps... quand ça chauffe un peu, bon, ben voilà. Hein. Mais le maître mot, c'est l'amour, et ça se ressent en tout cas. Ah oui, on ressent beaucoup d'amour. Il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on se met ensemble et qu'on chante et qu'on joue. Voilà, ça nous dépasse nous-mêmes. Et vous en êtes où justement? Est-ce que vous avez encore d'autres projets pour Elle et Elle? Est-ce que on a envie de rejouer, donc c'est vrai qu'il y a eu la pandémie, c'est voilà. vrai que ça s'est un peu arrêté, enfin même méga arrêté. Maman, entre-temps, elle a fait son album. On a nos projets d'album personnels. D'accord. Zoé, elle est en train de préparer son album, en même temps qu'elle est comédienne et tout. Moi, j'ai vu que le tien est en préparation pour 2022, c'est ça? Exactement, 2023 peut-être. D'accord. Bon, comme je me suis consacrée à papa quand même là depuis quelques mois, parce que c'était beaucoup de travail. Mais après, j'ai dit, je passe à mon album. Avec des collaborations, j'espère, parce que j'adore ça, inviter en featuring d'autres artistes et tout, donc je me régale d'avance. Voilà, donc on a nos projets perso, mais évidemment, dès qu'on pourra, on refera des lives avec Elle et Elle, sans problème. Et vous reviendrez en Martinique, bien sûr. Bien sûr, peut-être même, il y a déjà des propositions pour le mois d'août qui vient. Ouais. Ah, super, donc j'en dis pas plus. Notez ça, on reste... à l'écoute. Ouais. On reste à l'écoute. Très bien. Alors, le temps file. Hein. Oh là là, on s'approche tout doucement de la fin. Il y a tellement à dire. On voudrait continuer à parler encore et encore et encore. Saïli, tu as dit qu'effectivement, tu privilégiais le fait d'être coach vocal, mais ça ne te titille pas parfois de, je ne sais pas, prendre ta plume ou te mettre davantage peut-être sur le devant de la scène et donner de la voix? On va dire qu'une fois, chaque 2 mois, 3 mois, j'ai besoin de chanter. Quand même. J'ai besoin de m'exprimer. Ça te prend. C'est à mon tour, voilà, de me dévoiler, c'est à mon tour de donner. Mais en fait, quand on trouve son dharma, quand on trouve voilà, son bonheur dans ce qu'on fait, on ne pense pas à d'autres choses. Je ne me sens pas incomplète avec ce que je fais déjà, donc non, c'est pas, je ne pense pas. Très bien, très bien. Alors, il y a une question qui est devenue culte dans l'émission Femmes. C'est l'homme qui vous a le plus influencé. Alors, j'ai déjà une petite idée pour la... pour Fred, mais alors je te pose quand même la question, voilà, quel est l'homme qui t'a le plus influencé? Après avoir parlé longuement donc avec vous, je réalise moi-même que c'est mon père. Mais oui, c'est mon père. Il m'a ouvert le chemin de la trace que je suis en train de faire, quoi. Donc oui, je pense que c'est lui, en fait. Je ne m'étais pas posé cette question. Jamais?
Non, parce que dans la famille, c'est complètement éclectique. Les hommes, les femmes, tout le monde fait des parcours. Il n'y a pas... Il n'y a pas de division genrée. Voilà, il n'y a pas ça. J'ai vraiment cette chance, et j'en suis consciente quand j'entends les parcours et quand je vois toutes les questions de société qu'il y a. Donc j'ai cette chance immense. Donc je ne m'étais pas posé cette question. Mais oui, c'est mon papa. C'est mon papa, parce que c'était vraiment pour moi l'artiste total, écrivain, peintre, musicien, auteur, compositeur, penseur. On avait des conversations immenses tout le temps, surtout sur le monde. On refaisait le monde tout le temps, sur l'architecture, et même son humour. On blaguait de tout, quoi, l'autodérision. Okay. Donc voilà, c'est vraiment lui. Très bien. Et toi, Saïli, l'homme qui t'a le plus influencé? Vu qu'on parle même plus des hommes-femmes, sinon de féminin masculin, je veux dire ma mère. Ta mère, très bien. Eh bien, on va tout de suite passer au mot de la femme. Très bien. Alors, Fred, je te laisse le mot de la fin. Il est temps pour nous de prononcer le mot de la fin. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Quel message tu as envie de nous faire passer? Voilà, je te cède la parole. Alors, écoute, dans ces temps un peu tourmentés, depuis quelques années déjà et tout, j'avais envie de citer Édouard Glissant. Je t'en prie. Parce que je trouve que ça répond bien à ce que nous sommes aussi dans cette diversité caribéenne qui me tient beaucoup à cœur. Je me sens martiniquaise, c'est très caribéenne. Donc, je le cite, Édouard Glissant disait « La créolisation, c'est le métissage des cultures qui produit de l'inattendu. Wow. » Et je trouve ça très beau. Et belle promesse du métissage. Ouais. Merci beaucoup. Et toi, Saïli, le mot de la femme, le mot de la fin? Soyez vous, soyez présente, soyez qui vous êtes, peu importe. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission Femme. Je vous remercie vraiment pour ces échanges vrais, pour ces parcours que vous nous avez livrés, qui sont inspirants, où il y a toujours des femmes inspirantes à cette table. On vous donne donc rendez-vous sur Zitata TV le mardi pour le magazine Femme. Soleil sur nous toutes et tous. À bientôt. Femme. 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 Femme.